Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alain Fourquet pour son invitation et à la Ligue pour l'organisation du meeting. Et donc, moi, je vais vous emmener dans un monde de rose, de violet et de jaune, la pathologie. Bon, moi, j'avais mis mes liens d'intérêt, ce qui n'est... Bon, ils sont passés très vite, mais je dois le dire, effectivement, en tant que pathologiste, j'aide plusieurs boîtes d'IA qui construisent des outils commerciaux, mais néanmoins, je pense pouvoir garder mon franc-parler. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que la pathologie et la pathologie numérique pour utiliser l'IA? Parce que comparé aux radiologues, nous ne captons pas des données immédiatement numériques et donc nous devons acquérir des données numériques par un scanner de l'âme que je vais vous expliquer, puis quelques utilisations de l'IA en pathologie pour le diagnostic des cancers, pour la quantification des marqueurs théranostiques qui vont être extrêmement importants, les récepteurs hormonaux, progestérone, HER2, le Ki67, pour continuer sur l'exemple du cancer du sein. Et puis, un champ d'investigation entier qui est la définition du pronostic des cancers du sein à partir des lames de pathologie mammaire. Alors, le pathologiste, c'est un intégrateur des données cliniques. Un pathologiste qui commence par lire le dossier, comprendre de quoi il s'agit, la question qui lui est posée. Ensuite, il va reconstituer un puzzle à partir des données anatomiques, parce que ce mot de anatomocytopathologie, il est très beau, puisqu'on va partir des organes malades opérés par nos collègues chirurgiens, ou bien la biopsie par le radiologue. Et donc, ces données sont intégrées avec les données histologiques et le phénotype, et puis des données moléculaires. Donc, en pathologie, on va partir effectivement de la pièce opératoire. Ici, c'est un exemple de mastectomie partielle avec un cancer du sein. Et puis, on va aller caractériser cette tumeur pour donner un diagnostic qui va, on l'espère, aider nos collègues à prendre les bonnes décisions. Alors, je vous le dis, on part de tissus malades et on doit en faire un objet numérique. C'est en fait un processus très long et la France, alors là, est partie de façon extrêmement dégroupée. Il n'y a pas eu de plan national pour aider les pathologistes dans leurs laboratoires publics ou privés pour se digitaliser. Donc en fait, ça a été, chacun a fait comme il a pu. Et comme c'est un processus qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent, eh bien, la France a quand même acquis un certain retard dans la digitalisation de cette activité de diagnostic en pathologie. Mais finalement, on part des pièces opératoires qu'on processe toujours de la même façon, avec fixation en formol, cartographie de la pièce opératoire suivant un protocole bien établi pour répondre aux questions que nous posent les chirurgiens et les oncologues médicaux, puis ces blocs de paraffine, ils sont déshydratés puis imprégnés de paraffine, coupés très fins, des coupes de 3 microns d'épaisseur, en lames, et c'est ces fameuses coupes histologiques déposées entre lame et lamelle, qui sont colorées par l'hématéine, éosine et safran. Et ensuite, on le digitalise grâce à des scanners de lame. Et nous sommes vraiment 10 ans en retard par rapport aux radiologues, parce que cette technologie de scanner de lame, avant qu'elle soit performante, efficace, ergonomique, pratique à utiliser, il a fallu vraiment attendre pas mal de temps. Et donc, ensuite, eh bien, on peut observer nos lames de verre sur des écrans et non plus avoir les lames physiques entre les mains. Et pour vous donner une idée, certaines pièces opératoires peuvent donner lieu à 200 lames de verre pour un même patient. Donc en fait, on a souvent beaucoup de lames colorées en hématéine, éosine, safran, puis on a demandé des marqueurs immunohistochimiques, donc on peut monter à 200, 250 lames pour un patient. Pour une mastectomie du sein, on a une quinzaine de lames généralement, mais une pièce de sarcome des tissus mous, on peut avoir vraiment 200, 250 lames. Et puis, ces lames, elles vont être généralement, dans les établissements de santé en tout cas, stockées dans des entrepôts de données de santé, mais c'est encore fragmenté et individuel. En Angleterre, sachez que le NHS a fait un grand plan de stockage magnifique et tous les pathologistes gardent toutes les lames sans se poser de questions et ça alimente la base de données du NHS. Donc, sans rentrer dans le détail, à Curie, on a eu la très grande chance
d'avoir de beaucoup d'argent mis à notre disposition, plus de 1 million, enfin à peu près 1,8 million, et 2 millions avec la maintenance des équipements. Mais jamais ces équipements ne suffisent jamais, étant donné l'augmentation du nombre des patients qu'on prend en charge. Donc finalement, ce processus de numérisation demande beaucoup d'argent. Mais et un grand mot-clé dans tout ça, c'est l'interopérabilité entre les outils qui nous servent à digitaliser, ces scanners, l'outil qui nous sert à trier les 200 lames ou les 50 lames ou les 10 lames du même patient. Il faut bien qu'elles se retrouvent sous le bon numéro, sous le bon nom du patient. Donc c'est l'interopérabilité avec les systèmes de gestion des images et l'interopérabilité avec les systèmes qui nous permettent d'éditer nos comptes rendus qui vont aller dans le dossier du patient. Donc il y a vraiment une notion d'interopérabilité informatique en plus des notions de stockage et de capacité de stockage, et donc finalement beaucoup d'argent. La pathologie digitale, je pourrais vous en parler des heures à elle-même, parce qu'en fait, imaginez le pathologiste devant son microscope avec toutes ces lames devant lui. Les techniciens lui rapportent ces lames de phénotype, les récepteurs aux oestrogènes, à progestérone, ou tous les marqueurs nécessaires pour poser le diagnostic. On avait nos piles de plateaux et il fallait retrouver le bon patient, aller remettre les lames sur le plateau en question. Il y avait toute une manutention de ces lames qui en fait était assez chronophage et éventuellement source d'erreur si on ne mettait pas la lame sur le bon plateau. Bien sûr, je vous rassure, il y a tout un système d'étiquetage qui garantit la bonne identitovigilance, mais ça, pour le coup, en pathologie digitale, c'est fait automatiquement grâce à des barcodes qui sont sur les lames et le pathologiste n'a plus à s'en soucier. Donc ça, c'est juste fantastique. Ensuite, dans une ville comme Paris, ça coûte horriblement cher d'habiter, alors vous imaginez ici, d'habiter autour. Donc les pathologistes, ils habitent à 1 heure, 1 heure et demie. Les techniciens, j'en parle même pas, ils habitent à 2 heures de temps d'ici. Donc, génial, j'ai un pathologiste qui vit à Lille, il vient 2 jours par semaine à Paris, une autre qui habite à Ville-d'Avray, elle économise ses 2 heures et demie de trajet, parce que pour venir de Ville-d'Avray à Paris 5e, c'est 1 heure 3/4, j'exagère, c'est pas 2 heures et demie. Bref, le télétravail est une source est une facilité de recrutement, c'est l'attractivité du métier. Et enfin, surtout, le partage d'expertise. Ces lames, si moi j'ai une question à poser à mon collègue qui est à Saint-Cloud, plutôt que de prendre le métro, perdre 1 heure dans un sens, 1 heure dans l'autre, je lui dis par un petit chat, regarde donc ce cas, et mon collègue me donne tout de suite son avis. Donc partage d'expertise. Et puis pour l'enseignement, c'est juste génial. Avant, il fallait se mettre sur un microscope doté d'une caméra numérique, récupérer les photos, blablabla. Là maintenant, c'est fantastique. On a nos lames digitales, je dois faire un cours sur l'adénosclérosante, je déroule toutes mes lames, allez, c'est merveilleux. Non, vraiment, ça coûte très cher, mais c'est merveilleux. Évidemment, il y a un problème, c'est le coût des investissements. Je suis devenue une femme qui ne parle plus que d'argent, puisque j'ai toujours besoin d'argent pour trouver mes scanners, maintenir mes scanners, du stockage et du stockage et du stockage. Après, il faut une disponibilité des informaticiens. Ça n'a rien de magique, l'IA, parce que pour déployer l'IA, il me faut des informaticiens agiles, disponibles, qui ont 1000 autres sujets d'occupation dans l'établissement. Et puis, l'IA va avoir un aspect majeur qui est la sécurité de nos systèmes informatiques hospitaliers, puisque l'IA, actuellement, la plupart, celles du commerce, dont a parlé Luc et dont je vais vous mentionner certains usages, sont sur des clouds et des clouds non souverains. Donc, nos data protection officers et les responsables des sécurités de systèmes d'information ont beaucoup de travail pour estimer les risques lorsque nous achetons et que nous pluguons nos systèmes d'IA sur les systèmes informatiques. Bon, donc, vous voyez que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est juste génial quand même. Alors, l'IA, le problème, c'est que, comme nous l'a très bien dit Francis Bach, c'est une mathématique qui évolue extrêmement vite. Et en fait, tout le problème, c'est qu'entre le moment où on commence à concevoir un outil d'IA en anapath, en pathologie, dont on aimerait avoir l'usage, et le moment où on va pouvoir s'en servir, il va se passer, allez, au bas mot, 5 ans, une fois qu'il y ait tous les marquages CE, que ça ait bien montré la validité, qu'on ait bien corrigé tous les biais. Oui, mais le problème est que si on a commencé avec
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'IA, je suis juste super utilisatrice, très enthousiaste, mais le Machine Instance Learning était bien il y a 5-6 ans, et puis maintenant, les Foundation Models, c'est bien mieux, donc mon outil, il est peut-être plus tout à fait aussi performant que j'aurais voulu. Donc là, il y a une vraie inadéquation entre la rapidité de l'évolution des mathématiques dans le domaine de l'IA et l'usage pour le clinicien ou le pathologiste quand il a l'outil validé, installé sur son ordi et qui peut travailler avec. Alors, moi, j'adore, évidemment, j'ai été extrêmement chanceuse, je suis dans un écosystème tellement extraordinaire. Thomas Walter, professeur à l'École des Mines et à l'INSERM 1331 de l'Institut Curie, je lui ai dit, et si on arrivait à prédire la présence des mutations de BRCA1 ou 2 sur les lames histologiques? J'avais de bonnes chances de penser que ça pouvait être vrai, puisque, à l'œil, le pathologiste sait à peu près reconnaître un cancer du sein qui se développe chez une femme porteuse d'une mutation de BRCA1. Mais mes maîtres ont décrit, il y a des dizaines d'années, Sunil Lakhani avait décrit tous les critères morphologiques associés à la présence de la mutation. Bon, on s'est lancé dans l'aventure, la réponse a été très positive, puisqu'on a pu... Alors, notre problème, c'est que, et vous l'avez très bien dit, Francis, c'est que les objets qu'on manipule sont très lourds. Nous, en anapath, chaque lame, je vous ai dit, entre 15 et 200 lames pour un patient, c'est 1 à 2 gigas. Donc, le mathématicien computational vision scientist, il divise les lames en petites tuiles. Donc, il va diviser la lame histologique en petits carrés. Et ces petits carrés, c'est comme les images de chat qu'on a vues tout à l'heure. Ils sont codés en 1 et en 0. Et puis de tout ça, c'est encodé. On sait la variable de sortie et on a entraîné le réseau de neurones qui va bien pour prédire la présence ou l'absence de mutation de BRCA, de BRCA2 ou de BRCA1, plutôt l'homologous recombination deficiency, mais faisons simple, retenons mutation de BRCA1 et de BRCA2. Et moi qui ne suis pas du tout mathématicienne, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai à peu près compris qu'à chaque petite tuile, il y a un vecteur mathématique et que le réseau de neurones va sélectionner les régions de la lame, les tuiles, qui prédisent le mieux la présence de la mutation. Et donc, ça me classe les lames de mes patientes en très forte probabilité ou pas d'avoir cette mutation. Et il se trouve qu'il a fallu corriger pas mal de biais, etc., mais on y est très bien arrivé. On ne l'utilise toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il faut le valider sur une série indépendante, primo. Deuxio, eh bien, en 6 ans, les foundation models sont arrivés. Donc, encore une fois, grande chance. Raphaël Bourgade, thésard de l'École des Mines, est en train de valider et de réentraîner le modèle avec un foundation model, et les performances sont encore meilleures. Ce qui va servir à trier les patientes pour lesquelles on pourra proposer un séquençage qui n'identifie de mutation que dans 5 à 10% des cas de BRCA1 ou de BRCA2. Donc on espère être une aide pour nos collègues généticiens. Mais avant d'utiliser l'IA, il faut donc qu'elle soit... Ce n'est pas une IA générative, ça ne continue pas d'apprendre au fur et à mesure qu'on l'utilise. Nous, c'est des outils d'IA absolument verrouillés. Et donc, il faut passer par toute cette pile d'obligations, de robustesse, de réplicabilité, de réutilisabilité pour que l'outil soit marqué CE. Et comme tu le disais, Luc, en radiologie, c'est là où vous avez le plus d'outils. Alors moi, c'est frappant qu'en pathologie, là, il doit peut-être, j'exagère peut-être, mais la FDA a dû en reconnaître encore 2 ou 3. On doit en avoir 5 là, depuis 2027. Depuis 2026, parce qu'en fait, en pathologie, nos datas n'étaient pas numériques. Donc, on a dû numériser les séries d'entraînement, et ça a été extrêmement long. Alors, à quoi on s'en sert en pathologie dans l'idéal? Parce qu'aujourd'hui, et je vais juste vous dire ce qu'on est vraiment en train de faire, mais on peut nous aider à faire le diagnostic, comme pour les radiologues. Sur les lames, on ouvre notre lame digitale. Est-ce qu'il y a un cancer? Oui, non. Est-ce que c'est un cancer in situ ou est-ce que c'est un cancer infiltrant? Et là, le grand trousse, c'est le diagnostic des pathologies, c'est-à-dire la vérité vraie contre laquelle l'ordinateur va être entraîné. Idéalement, on aimerait avoir des algorithmes pour quantifier les marqueurs, parce que mes chers oncologues médicaux ont souvent dit « Ah, mais les pathologistes, vous n'êtes pas reproductibles ». Bon, ce n'est pas tout à fait vrai quand on est bien entraîné, bien éduqué, mais les IA peuvent être là une source de garantie de strictement la même interprétation
du marqueur, quel que soit le laboratoire, si tant est que l'IA soit bien entraînée, bien éduquée. Et la quantification d'HER2, vous savez qu'il y a des anticorps drogue conjugués qui arrivent pour cibler HER2, eh bien, ça va être vraiment extrêmement intéressant d'avoir cette aide de quantification des marqueurs. Et puis après, en pathologie, on peut prédire des tâches plus complexes, prédire le pronostic, les altérations moléculaires, je vous ai mentionné BRCA1, BRCA2, ou la réponse au traitement, tâche encore plus difficile à partir de la simple petite biopsie. Bon, à Curie, c'est vrai qu'on est dans un écosystème tellement génial qu'on a fait plein de choses dans toutes les catégories, l'aide au diagnostic, la prédiction de réponse au néoadjuvant. Ces deux papiers-là, c'était avec des startups, donc soit Ibex, soit Hawkin. Puis, prédire la HRD, je vous l'ai dit, c'était académique. Et puis, prédire le pronostic, c'était une spin-off de Curie, née d'une idée développée chez Thomas Walter avec François-Clément Bidard. Et donc, on est arrivé avec une très très forte prédiction à identifier les patientes qui ne récidivent jamais. Donc on se dit c'est super génial, mais le truc c'est qu'il va falloir encore et encore valider et faire le nécessaire pour que ce soit utilisable en routine. Ça, je ne l'ai pas mise au bon endroit ma diapo, mais c'était juste pour vous montrer, c'est beau le fait que l'IA ne soit pas une boîte noire. En fait, les médecins, ils aiment bien croire ce qu'ils voient et comprendre ce qu'ils voient. Et en fait, cet outil, j'ai pris l'exemple de la prédiction de la BRCA1 et BRCA2 des mutations à partir des lames. Tristan Lazare, le thésard de Thomas, avait réussi à identifier toutes les tuiles qui se ressemblaient et qui étaient d'ailleurs ma photo d'entrée, qui prédisaient la HRD et celles qui prédisaient la non-HRD. Et ça nous a même appris quelque chose. Cette fibrose un peu feuilletée, c'est un nouveau paramètre de la HRD et maintenant qu'il reste à comprendre d'un point de vue biologique. Ça veut dire quoi? Voilà, et ça c'est le papier peint. Moi, pardonnez-moi, je suis pathologiste, je trouve ça plutôt élégant et joli, mais ça ce sont des tuiles de lames de patientes toutes différentes et elles se ressemblent toutes. Et quand on en a vu ça avec Tristan Lazare et Guillaume Bataillon, on s'est dit « Waouh, là on a quelque chose sous la main ». Va falloir comprendre. Bon, on n'a toujours pas pris le temps de comprendre, mais on va le faire. Donc l'IA, pour prédire le pronostic des cancers du sein, il y en a des kyrielles. Là, c'est toutes les startups qui se sont lancées dans la prédiction du pronostic sur les cancers du sein. Il y a juste un petit problème de modèle économique pour savoir comment on achète ces outils et est-ce que ça fait vraiment mieux que les outils qu'on a entre les mains au jour d'aujourd'hui. Voilà, bon, donc là, c'était pour rementionner. Alors après, notre gros problème, c'est qu'en fait, un pathologiste, il rend des comptes rendus où il y a beaucoup d'items. Il y a une quinzaine d'items. Et le problème est qu'à ce jour, pour le diagnostic, là je quitte le pronostic, je quitte la prédiction de BRCA-NES ou de phénotype complexe, mais pour le diagnostic, il n'y a aucun algorithme qui va répondre à toutes les tâches auxquelles nous devons donner une réponse. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé non seulement soit d'avoir plusieurs outils, mais surtout comment les choisir, comment les comparer, voir leur praticité, leur robustesse en vie réelle. Parce que quand, là, vous avez des gens motivés sur l'IA, tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui, mais ensuite, quand il s'agit de travailler à l'échelle d'une équipe, qui est-ce qui est véritablement prêt à l'utiliser dans son quotidien? Est-ce que ça va être ergonomique et pratique? Est-ce que ça va nous faire gagner vraiment du temps? Donc nous, ici, on a l'outil Prima qui est sur l'ordinateur, sur les serveurs de Curie, Ibex qui est sur le cloud, et on a en ce moment en train d'installer un autre outil de Aiforia. Donc en fait, maintenant, il faut que je motive l'équipe à l'utiliser et avoir un questionnaire d'ergonomie, de satisfaction, et ce n'est pas satisfait ou remboursé, malheureusement. Donc il y a plein de startups pour quantifier les biomarqueurs, pour faire les diagnostics, et ça, c'est un vrai sujet aussi. Les académiques doivent s'emparer de ces outils, ceux qui peuvent le faire, pour les comparer et donner des guidelines. Quels sont ceux qui sont fiables, quels sont ceux qui apportent une vraie plus-value. Et ça, ce n'est pas complètement trivial. Après, une fois que je vous ai parlé de tout ça, c'était des outils faits avec des réseaux de neurones assez simples et qui faisaient une tâche après l'autre. Mais maintenant, j'ai déjà prononcé le mot des foundation models qui ont pour ça, là c'est des réseaux de neurones très profonds qui ont été entraînés sur plus d'1 million de lames. Donc,
Bon, moi, dans les séries que j'ai pu constituer jusqu'à présent, je suis dans une ordre d'échelle de 500 patients, donc 500 patients, une lame de référence, 500 lames. Là, on est monté d'échelle, on est en train de constituer une cohorte de 15 000 cancers du sein. Bref, le MSKCC, ils sont digitalisés depuis bien plus longtemps, ils ont plein de bras pour digitaliser les lames de façon rétrospective, ils ont des millions de lames à leur disposition, et c'est réel. Et donc, ces algorithmes qui sont dits auto-supervisés, qui n'ont pas besoin d'annotation du pathologiste, en fait, c'est vraisemblablement l'avenir, qui permettent de prédire sur une simple lame HES le phénotype, donc sans aller faire une technique d'immunohistochimie supplémentaire, prédire la mutation de BRCA ou de BRCA1 ou 2, etc., etc. Donc ces foundation models, c'est absolument enthousiasmant. Il n'y en a aucun, à ma connaissance, qui soit commercialisé. Il y a même le labo de Mahmoud Faisal à Boston qui est en train... Nous, on fait une coupe à 3 microns, je vous ai dit en démarrant. Le bloc de paraffine, il n'est pas étudié dans toute son épaisseur. Donc en fait, Mahmoud Faisal et son laboratoire de Harvard a développé un outil qui permet d'aller en profondeur dans le bloc et de reconstituer une certaine tridimension à l'analyse de la tumeur. Et ça, c'est super intéressant également. Dans combien de temps est-ce qu'on en disposera de ce genre d'outil? Je n'en sais rien. Et puis, nous, on ne s'est pas découragé. Au niveau européen, et ça, l'échelle de l'Europe, là, elle est juste puissante, puisqu'elle nous donne éventuellement des moyens financiers et des cohortes suffisantes, des spécialités et des spécificités de différents laboratoires. Et là, on est super heureux. Pour une maladie du sein qui s'appelle le cancer lobulaire, on a réussi à faire un projet qu'on a appelé MAGIC, qui va être multimodal, multisite, multi-omique, multi-agent. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus simplement les lames d'anapathe, mais également des données moléculaires, des données radiologiques, des données cliniques intégrées dans cet agent qu'on espère faire très approprié pour la prédiction du pronostic et du diagnostic des lobulaires infiltrants. Donc là, on augmente le type de données qui vont être données à l'algorithme et pour l'entraîner à nous donner des réponses aux questions qu'on se pose. Et en fait, bon, là, c'est vraiment une phrase que j'avais trouvée... il y a même un papier très, très récent de mai où là, je suis anapathe. Je me pose plein de questions parce que j'observe les tumeurs. Donc, à voir les tumeurs, je me pose des questions. Et bien là, cet outil agentique appelé Spark peut vraiment adresser les mêmes questions que moi j'aurais pu imaginer et en plus y répondre entre guillemets tout seul puisqu'il a été entraîné pour ça. Donc en fait, ce que je voulais illustrer, c'est le côté extrêmement dynamique de la recherche en IA et le fait que les données multiparamétriques, c'est-à-dire la lame d'anapathe, la radio, les données omiques, les données cliniques intégrées, vont donner une puissance de prédiction du pronostic, de la réponse au traitement. Mais dans combien de temps est-ce qu'on va véritablement pouvoir avoir tous ces outils? Eh bien, ça me remet sur des propos très terre-à-terre pour conclure. Il va toujours nous falloir de l'interopérabilité, des capacités de calcul, parce que quand on a installé une IA sur les serveurs de l'hôpital, ce n'était pas assez puissant, il a fallu les renforcer, avoir une sécurité informatique à toute épreuve. Ces outils d'IA, il faut qu'ils soient valides, performants, ergonomes. Si on ne veut pas acheter et perdre de l'argent et que personne ne se serve des outils, il faut qu'ils soient ergonomiques. Et donc le modèle économique français, on ne l'a vraiment pas. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, mais c'est parti de façon très dégroupée. Et enfin, je finirai comme Luc, c'est vraiment une histoire d'apprentissage de l'usage de l'IA par les médecins qui vont avoir un esprit critique et toujours garder un esprit critique avant de rendre un diagnostic ou définir le pronostic. Et évidemment, on a des médecins écologistes et qui ont un souci de la préservation de l'environnement. Tout ce qu'on fait à partir de l'IA et que nous faisions avant juste avec notre jus de cerveau et notre éducation médicale, est-ce que ça en vaut la peine sur l'impact climatique que ça apporte? Mais ça, je laisse ça à votre esprit critique. Et moi, je n'ai pu faire tout ça que sans ma formidable équipe, et en particulier ce pathologiste sans sas, très écolo d'ailleurs, Arnaud Gauthier, et puis toute la liste des gens qui sont là avec moi. Merci beaucoup.